Mesdames, et si nous jetions un pavé dans la mare? Disons-le franchement. 40 ans n'est-il pas le nouvel âge d'or des femmes en Afrique? Célibataires, célibatantes, célibatues, femmes de quelqu'un pour certaines, avec ou sans enfants, vous avez été d'une manière ou d'une autre mises en quarantaine. Alors la riposte s'organise. Je m'appelle Alexandra Ngane. Et à travers des conversations de femmes, nous allons révéler les pressions existantes pour savoir qui et si on nous déconfine ou non. Cap 40, même pas peur. Pourquoi nos règles sont bleues? Pourquoi est-il si difficile d'aborder le sujet des règles dans l'éducation africaine? Comment la société ne facilite pas cette approche du sujet? Quel impact la période des règles a sur la vie de la jeune fille à la femme mûre africaine? Céline Victoria Fotso et Sandra Kumaplei sortent du confinement et changent les règles. Je ne perds pas que du sang, mais une option de vie, par Céline Victoria Fotso. Alors nos règles. Les règles devraient être la plus belle chose qu'une femme puisse expérimenter chaque mois, car cela représente la vie. Au moins cela compenserait les désagréments qu'elles peuvent parfois causer chez certaines, comme la souffrance et la douleur de l'enfantement. C'est un moment qui devrait être célébré. Et même si pour celles qui veulent enfanter, elles indiquent qu'il n'y a pas eu fécondation, elles marquent tout de même le début d'un nouveau cycle, un recommencement, une nouvelle chance. Parce qu'au fond, les règles, quand bien même il s'agirait, oui, effectivement, d'une évacuation d'un liquide, de quelque chose qui sort de notre corps, mais quand on sait quand même ce que c'est, et que c'est censé juste évacuer ce qui n'a pas été utilisé pour accueillir un enfant, on va dire comme ça en gros, est-ce que les règles seraient plus sales que des larmes? Est-ce que les règles seraient plus sales que de la sueur? Est-ce que les règles seraient plus sales que, je sais pas moi, toute autre substance qui sort de notre corps de façon naturelle? Non, je ne pense pas. En faisant quelques recherches complémentaires, on se rend compte finalement que générer le sentiment de honte, faire naître le sentiment de honte est une façon d'exercer une certaine domination sur les personnes. Et là, en l'occurrence, percevoir ou faire percevoir les règles comme des impuretés, une souillure, se retrouve notamment dans toutes les religions monothéistes. Donc ceci explique déjà aussi un peu cela, c'est-à-dire que forcément si les règles ont été présentées comme quelque chose de négatif dans la religion, dans certaines religions, et je peux comprendre aussi un peu mieux pourquoi c'est perçu comme ça dans la société. On parle parfois même de femmes impures juste parce que elles ont leurs règles durant le mois, et je pense qu'aujourd'hui on a évolué et les femmes devraient reprendre possession de la narration de ce qui les concerne en premier sur cette terre. Il n'y a pas plus concerné que les femmes s'agissant des règles. Pourquoi avons-nous honte lorsqu'on se tâche? Après tout, où se trouve le problème en fait? A-t-on honte quand on se blesse quelque part et que ça saigne? Non. Ce n'est donc pas le sang le problème, mais d'où il vient? Peut-être. Ah ouais. Pourquoi cet endroit qui est le berceau de la vie peut-il être autant vilipendé? Autant source de conséquences négatives alors qu'il est source de vie? Est-ce parce qu'il est si puissant qu'il en fait perdre la tête à la jante masculine? Moi déjà, ce que je me dis, c'est que la perception actuelle qu'on a des règles, la perception inculquée au sein de la société ne peut être que le fruit d'une pensée masculine.
Pourquoi les voir négativement, ces règles? Qui a introduit la notion de souillure? Qu'y a-t-il de mal à cela? Moi, je pense qu'aucune femme, sachant ce que représentent les règles, n'aurait pu être à l'origine d'un tel mode de pensée. Comment pouvons-nous adopter la perception masculine de quelque chose qui, par essence, est exclusivement féminin? Les femmes subissent déjà bien trop pour se rajouter encore un poids supplémentaire, dont elles ne sont pas responsables finalement, à cause d'un phénomène on ne peut plus naturel. Ce sang dérange tellement qu'il prend la couleur bleue dans les publicités. Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit de vous dire, tiens, mais pourquoi ces règles sont-elles bleues? Pourquoi les règles sur ces serviettes de la publicité de XYZ marque de serviettes sont bleues? On a des règles, oui. Et alors? Elles sont d'un rouge vif. Elles ne sont pas bleues. Et ce rouge vif-là, c'est un signe de bonne santé. Que tout fonctionne très très bien de ce côté-là. Plus c'est vif, mieux c'est. Les règles ne sont pas sales. C'est très très important de le dire et aussi de le transmettre. Parce que c'est aussi dans la transmission qu'il y a cette transmission de honte. Pourquoi on ne parle pas de quelque chose d'aussi simple? C'est que quelque part, nos mamans aussi avaient honte. Comme on a du mal à parler de sexe aux enfants, on a du mal à dire comment on fait les bébés. Bon, on peut encore comprendre la partie là, mais les règles, une affaire où si on te prévient pas, ça peut t'attraper à l'école, tu te retrouves avec du sang. Les camarades qui rient, qui se moquent de toi. Est-ce qu'on imagine le traumatisme? Moi, je me rappelle, quand j'ai eu mes règles, bon, c'était, vous savez, quand c'est que ça commence, et je vais le dire, et il n'y a pas de tabou, hein, les femmes, on sait de quoi on parle. Peut-être que si les hommes savent pas, ben, ils ont qu'à découvrir. Quand les règles débutent ou quand le cycle démarre, ben, c'est un peu marron. C'est pas du sang rouge vif. Et c'est ce qui annonce souvent l'arrivée des règles, d'ailleurs. Donc un jour, je pense que je suis en 4e, et je regarde dans ma culotte par hasard, puisque voilà, et puis j'ai du sang, donc en tout cas c'est tout marron. Je savais pas forcément que c'était du sang. Vous imaginez, à 13-14 ans, avoir un truc marron dans ta culotte, mais c'est un peu traumatisant. Et je suis rentrée, j'étais effarée. Ma mère me dit, ah machin, c'est là que ma mère veut me parler. Mais moi j'ai pleuré comme une... J'avais la rage, j'étais pas contente, j'étais pas... Et parce que j'avais pas été préparée. C'est pour ça que c'est très très important que les mamans expliquent, je sais pas moi, vers 10, 11 ans, petit à petit, ce que sont les règles. Je veux dire, même tout simplement, même de voir les règles chez leur maman. Moi, je sais que ma fille, elle voit quand je mets des serviettes, par exemple. Ça arrive. C'est arrivé qu'elle me voit en train de mettre une serviette. Et d'ailleurs, pour elle, c'est les couches de maman. C'est les couches de maman. Donc, du coup, c'est pour dire que déjà, quand elle a 4 ans, quand elle voit sa maman mettre des, entre guillemets, couches, hein, et que dans quelques années, elle saura pourquoi maman met ses couches une fois par mois, ben, au moins le jour où ça lui arrivera, déjà elle sera comme maman, parce que maman aussi les a, et elle en saura un petit peu plus et elle saura mieux comment le gérer. Donc c'est très important de décomplexer cette discussion, parce qu'au final, de quoi il s'agit? C'est que des règles, c'est que du sang. Mais si on en fait un drame, si on en fait quelque chose de sale, bien sûr que les enfants vont continuer à perpétrer ça. Et je pense qu'il faut les décomplexer, les jeunes filles, les petites filles. C'est aussi les libérer. Hein, c'est les libérer, sans même qu'elles ne le sachent, mais c'est déjà les libérer de quelque chose qui les gênerait éventuellement plus tard. Donc même si demain, une fille même était tachée, ça ne deviendra pas tout un problème. Je pense que peut-être certains ou certaines connaissent le film Carrie, qui part justement de cette jeune fille, je pense que c'est de Stephen King, qui part de cette jeune fille qui a ses règles au cours d'un bal et qui est tachée et qui sait pas de quoi il s'agit et qui se fait moquer, qui est moquée par tout le monde et qui, comme elle a des pouvoirs magiques, enfin bref, je pense qu'elle tue tout le monde, un truc comme ça.
Stephen King étant un homme, bien sûr. Mais c'est pour dire que je pense que quelque part, ça exprime un peu le traumatisme que peut être ce moment, non pas parce que le sang en lui-même est problématique, mais le regard des autres. Et quand on est jeune, quand on est enfant, le regard des autres, ça compte encore plus. Mais ce que je dirais aussi, c'est que en plus d'éduquer la jeune fille, il faut éduquer le jeune garçon ou même l'homme. Alors bon, les femmes que nous sommes, notre devoir aussi, c'est d'éduquer nos hommes à ne pas avoir peur des règles. Bon, j'ai souvent croisé des hommes, pour la plupart du temps, qui n'avaient pas forcément peur des règles, parce que je pense qu'ils avaient eu beaucoup de femmes dans leur entourage, et que donc, du coup, c'était quelque chose de très naturel pour eux. C'est pas quelque chose qui était forcément problématique. Comme j'en ai aussi croisé un ou deux pour qui c'était traumatisme et tout. Mais je pense que déjà, si on peut aussi éduquer les hommes, ou les redéprogrammer, ou les programmer différemment, pour aussi leur faire comprendre que voilà, les règles, c'est pas sorcier, c'est pas le Pérou. Je pense que déjà, si nous on est naturel avec ça, ça va aussi beaucoup dédramatiser en fait la chose, de leur faire comprendre, même un jeune garçon. Après bon, je sais pas comment chaque maman gère le côté pudique, la nudité avec leur garçon, mais c'est aussi qu'ils sachent et voient, pourquoi pas, leur maman mettre des serviettes et comprendre ce que c'est les règles, pour ne pas avoir à se moquer d'autres jeunes filles plus tard demain. Voilà, nous éduquons quand même les enfants, filles comme garçons. Alors on se plaint, c'est vrai, parfois des comportements des hommes, mais c'est nous qui les éduquons. Alors éduquons-les mieux aussi. Comment expliquer que des jeunes filles n'ont parfois pas accès à l'éducation une fois par mois à cause d'un problème de serviettes hygiéniques? Les serviettes hygiéniques, selon moi, devraient être gratuites, ou tout au moins distribuées gratuitement, tout comme on le fait pour les préservatifs. Alors libérons-nous de cette honte, de cette gêne, de tout ce qui vient avec, tous les sentiments qui viennent avec les règles. C'est déjà pas évident de se taper ces règles-là parfois, parce que oui, effectivement, cela vient pas souvent avec des douleurs, un malaise, et même plus pour certaines. Alors s'il faut encore se rajouter des désagréments psychologiques extérieurs, moi je dis c'est cher payé, c'est double peine. Et je dis non. Et je pense que c'est important de préparer les jeunes filles à avoir leurs règles, à ce qu'elles puissent appréhender ce moment, à ce qu'elles comprennent qu'il faut accueillir ces règles avec joie, avec responsabilité et avec sérénité. Au lieu d'y trouver plein de surnoms plus ou moins méchants, plus ou moins grotesques, ragnagna, certaines même les appellent les salopes, et j'en passe. Dans certaines cultures, le moment des règles, c'est-à-dire quelque part le moment du passage de l'enfant, de la petite fille à la jeune femme ou à la future femme en devenir, est un moment de célébration. Parce qu'on sait bien dans ces cultures que ne pas avoir ces règles du tout, ce n'est pas bon signe. Ça veut dire que cette femme-là n'enfantera tout simplement pas. Alors passer quasiment toute une vie ou une bonne partie de sa vie à les rejeter, à être fâchée quand elles viennent, à être embêtée le mois où elles viennent, à passer à un cap où on les attend avec impatience, et puis finalement passer le cap où elles disparaîtront complètement. Et elles sonneront cette fois-ci le glas de ce pourquoi elles étaient là. Et ça, c'est aussi notre étape, d'ailleurs, pas moins difficile pour la femme aussi. Alors récupérons nos règles, elles sont à nous, célébrons-les, soyons heureuses, parce que les règles, c'est la vie. C'est le moment où nous donnons la vie, nous les femmes. Parce que quand elles disparaissent, ces fameuses règles, c'est encore une autre chose pour le corps. C'est encore d'autres types de souffrances. Notre corps, mon Dieu, si souvent mis à rude épreuve. Vraiment, on souffre, nous les femmes là.
Mais voilà, c'est que les avoir, c'est pas évident. Ne pas les avoir, c'est pas évident. Mais au moins décidons, nous les femmes, comment on a envie de vivre ces moments-là. Et je pense qu'on ne devrait pas se laisser dicter par la société, et notamment par les hommes, comment on doit les gérer. Alors je donne un challenge à toutes les femmes. Et si un jour, on sortait toutes comme si on était tachées, qu'est-ce que vous en pensez? Récupérons nos règles. C'est une Victoria Fozzo. Tout ne s'arrête pas avec et après les règles. Par Sandra Kumaplé. Hé ma chérie, tu es une femme maintenant. Faut faire attention aux garçons, hein. Voilà comment ma chère maman, timide et tellement bienveillante, m'a annoncé que désormais je quittais l'enfance. C'est donc à presque 12 ans que de violents maux de ventre et quelques gouttes de sang sacrent le commencement d'une relation je t'aime moi non plus entre mes règles et moi. Le côté je t'aime pour éloigner ce garçon trop entreprenant ou encore m'épargner un cours de natation qui m'insupporte. Le côté moi non plus pour ces taches rouges écarlates sur mes jeans qui font que je me tape la honte en pleine rue. Ou encore ces entrées tonitruantes qui laisseront des traces sur une chaise ou un drap. Les règles, c'est quand même une dénomination bizarre pour des flux de sang qui sont censés apparaître tous les 28 jours. Parfois discrètes, mais souvent abondantes. Elles vont et elles viennent. Mais il arrive à un moment où les règles, elles se dérèglent. Elles disparaissent pendant des mois lorsque je cajole bébé numéro 1 et câline bébé numéro 2, et puis reviennent interrompre ces moments de maternité afin de reprendre leur place de locataire mensuel. L'armée rouge, comme j'aime les appeler, ou l'armée bleue, si on se fie aux pubs Tampax, feront leur retour après plus de 9 mois de pause. Je ne fus donc pas inquiète quand un jour les règles ne respectèrent plus la règle des 28 jours. 1 mois, 2 mois, 3 mois, pendant lesquels rien, que dalle. Les tests de grossesse confirmeront que ce n'est pas bébé numéro 3. Ouf, j'avais vraiment pas envie. Mais alors, après une brève apparition, elle se dérobe à nouveau, et là pendant 6 mois, pour s'installer pendant 3 semaines non-stop. Non-stop. Et puis un jour, ne plus jamais revenir. Il y a de quoi jouer avec ma stabilité émotionnelle. J'ai le mot au bout des lèvres, mais il me semble trop prématuré pour le prononcer. Ménopause? Mais non, pas déjà. C'est ce que mon médecin me dit quand à 39 ans, je lui fais cas de mes péripéties gynécologiques et émotionnelles. Laissez-vous du temps. Votre dérèglement peut être dû à d'autres choses, me dit-il. Oui, je sais, stress, famille, travail. Mais 4 mois, c'est assez de temps, n'est-ce pas? Parce que j'ai laissé 4 mois de doute et de déni s'écouler pour finalement me décider à faire un test de taux FSH. L'acronyme un peu barbare du terme hormone folliculostimulante. Test qui révélera alors ma préménopause. C'est donc à l'aube de mes 40 ans, après 1 an d'incertitude, que le verdict tombe. Ménopausée. Bon, tu voulais plus d'enfants de toute façon, me diront des copines bienveillantes, certes, mais un peu maladroites. Parce que oui, même si je voulais plus d'enfants, c'était le verbe vouloir et non pouvoir. C'était un choix et non une sentence. Parce que moi, j'aimais les détester, mes règles. J'aimais m'en plaindre. J'aimais le geste bienveillant de femme qui vous tend un antidouleur ou une serviette hygiénique et l'idée de rendre l'appareil à la prochaine occasion. Ou encore, ce regard complice qui exprime un subtil « on est ensemble, c'est ça ». Et aujourd'hui,
Suis-je encore une femme maintenant? Fais-je encore partie de cette sororité? Dans ce nouveau cycle de ma vie, il y a des moments embarrassants d'un nouveau genre. Des bouffées de chaleur soudaines alors que tout le monde ajouterait bien une petite laine. Ouh là là, il fait chaud ici. On peut mettre la clim? Il n'y a que toi qui as chaud, Sandra. Ah, ok. Suivi d'insomnie ou de fatigue soudaine et dans mon cas de prise de poids. Je ne vais même pas vous parler des crises de larmes. Tant de rebondissements dans cette période de changement hormonal et tellement peu de moments propices à la discussion de ce sujet féminin. Où sont celles qui comprennent les sautes d'humeur, les pertes de repères, les montagnes russes émotionnelles? Où sont celles qui racontent leurs péripéties et anecdotes ménopausales autour d'un verre et d'éclats de rire? Pourquoi une telle invisibilité? Pourquoi une telle omerta autour de ce passage obligé? Parce qu'au final, on ne nous y prépare pas, ou bien trop peu à ce changement. Ça parle règles, sexe, mariage, grossesse, divorce. Mais ménopause? Jamais. Ou alors bien trop rarement. Alors, suis-je encore une femme maintenant, si je ne peux plus procréer? Suis-je encore une femme capable de séduire? Suis-je encore une femme capable de créer? Le deuxième printemps, comme ils l'appellent en Chine, semble être un tabou et de surcroît quand il arrive, comme dans mon cas, plutôt que prévu. Il sonne le glas de la féminité et de la sensualité pour certaines, ou le début de la vieillesse pour d'autres. Émotion qu'on gère en général seul. Ces moments de solitude ne seraient-ils pas plus faciles à gérer si on libérait la parole autour de cette nouvelle saison, de cette nouvelle floraison? Parce qu'au final, c'est vrai, c'est comme une fleur qui mute, comme cette fleur appelée hier, aujourd'hui et demain. Vous connaissez? Elle a une floraison tricolore. Elle fleurit d'abord de couleur pourpre, puis devient bleue, et enfin blanchie. Elle reste la même, mais elle évolue. Un passage doux d'un état vers un autre. Paradoxalement ou pas, la ménopause coïncide souvent avec la période où la femme est à l'apogée de sa carrière, de son accomplissement, de son acceptation d'elle-même. Elle ne peut certes plus procréer, mais elle continue à créer. Créer de la joie, créer des entreprises, créer des opportunités. Parce qu'une vie sans perte de sang, c'est une vie qui garde du sens, beaucoup de sens. Et moi, je trouve que ça mérite célébration, ou même l'instauration d'un nouveau sacrement. En tout cas, moi, j'y adhère, et je m'y attellerai, pour mes sœurs, mes copines et mes nièces. Alors oui, plus que jamais, après un passage à vide, la femme renaît, elle s'accepte, elle rayonne. Même si ma vie sans tampon ni serviette arrive un peu trop tôt, je commence à l'accepter avec plus de sérénité. Je renais, je m'accepte, je rayonne. Parce qu'aujourd'hui aussi, je suis une femme maintenant. En espérant que ce podcast vous a plu, nous vous invitons à découvrir d'autres sujets des mises en quarantaine sur toutes nos plateformes de partage. N'hésitez surtout pas à nous faire part en commentaire ou message privé de vos avis et suggestions. À très bientôt.